Dans cette émission, on va aborder la question de l'alcool dans les structures d'accueil et d'hébergement collectif. Donc nous nous trouvons à Marseille, dans les locaux de l'association Santé, Alcool et Réduction des risques, qui propose de nouvelles approches pour accompagner des personnes de manière individuelle en difficulté avec leur consommation d'alcool, mais qui accompagne également des établissements sociaux et médico-sociaux à mettre en place un accueil adapté aux personnes consommatrices d'alcool. Donc aujourd'hui, nous recevons l'équipe de l'association HAS, Habitat Alternatif Social, basée à Marseille, dont l'objectif est de défendre par le droit au logement et le droit à la santé la dignité des personnes fragilisées. Nous allons parler d'un dispositif de mise à l'abri qui a vu le jour en 2020 suite à la crise sanitaire. L'objectif était d'héberger et de protéger dans l'urgence des personnes vivant à la rue. Autour de la table, il y a Emmanuelle Latourte de l'association Santé. Bonjour, je suis à Santé chargée de développer les nouvelles pratiques de réduction des risques alcool. Je suis également en appui aux professionnels de terrain pour qu'ils puissent intégrer ces nouvelles pratiques. Et j'ai une formation d'éducatrice spécialisée. J'ai longtemps accompagné des personnes sans abri, consommatrices d'alcool. Florine Canicio-Pruvot. Je suis chef de service à l'association Habitat Alternatif Social qui accompagne principalement au sein de 2 pôles d'accompagnement distincts. Un pôle qui accompagne sur la santé plus santé sociale et l'autre sur l'insertion parentalité. En avril 2020, la DDCS a contacté la direction générale de l'association afin de nous proposer d'accompagner au sein d'un hôtel qui avait été mis à disposition par le groupe Accor des personnes qui vivaient à la rue et qui étaient en situation de grande fragilité au regard de la crise sanitaire. Pour nous, ça semblait évident de ne pas interdire la consommation d'alcool dans la mesure où c'est une politique qu'on porte déjà dans le cadre de l'association puisqu'on a aujourd'hui quelques dispositifs à moindre échelle, puisque ce sont des dispositifs qui accueillent une dizaine de personnes dans des lieux où l'alcool, effectivement, est accepté. Du coup, on est réouvert depuis le 30 novembre et on accueille aujourd'hui 67 adultes et 7 enfants, toujours pareil, en acceptant l'alcool et en essayant, notamment avec Santé, qu'on avait rencontré déjà lors du premier dispositif, avec laquelle on essaye de travailler un peu plus de manière soutenue aujourd'hui. Et nous réfléchissons actuellement effectivement à mettre en place un projet de suite de ces 2 mises à l'abri, avec pour objectif d'accueillir une 20aine de personnes. L'idéal dans 2 lieux différents, donc 2 fois 10 personnes, dans des lieux effectivement où on miserait sur les pratiques de réduction des risques et les principes de rétablissement. On reçoit aussi l'équipe d'HAS qui travaille en ce moment à l'hôtel Ibis, donc je vais laisser chacun se présenter. Moi je suis Yasmine, qui est éducatrice spécialisée. Bonjour, je suis Maïté, éducatrice spécialisée à HAS. Je m'appelle Marion, je suis infirmière au sein de la structure HAS. Bonjour, moi c'est Johanna, je suis éducatrice spécialisée. Bonjour, moi c'est André, je suis médiateur accompagnateur à l'hôtel Ibis avec HAS. Je faisais partie du premier confinement. Maintenant je suis avec l'équipe de HAS et voilà. L'année précédente, en tout cas en mars 2020, tu disais que vous vous étiez absolument pas posé la question d'accueillir avec alcool. Et la 2e édition, est-ce que tu l'as réfléchi davantage ? L'hôtel devait être ouvert initialement pour 3 semaines. Donc effectivement, c'était pour nous complètement évident d'accueillir les gens. C'était que de la mise à l'abri, donc il n'y avait pas de question d'accompagnement sur le long terme. La 2e fois où on a été sollicité, effectivement, on savait qu'on partait sur 4 mois. À ce moment-là, la question d'accueillir ou pas l'alcool au regard des semaines et des mois qu'on avait passés entre mars et juillet s'est posée. Tout en ayant en tête en tout cas moi j'avais bien en tête qu'il était hors de question d'interdire l'alcool, mais on y a quand même réfléchi. Et la question à ce moment-là s'est posée de savoir, est-ce qu'on interdit complètement l'alcool ? Est-ce qu'on interdit l'alcool fort ? Est-ce qu'on met en place des règles un peu strictes de consommation, pas de consommation dans le collectif, consommation que dans les chambres ? Et au fil des débats, il a été décidé que dans un premier temps, on accueillait la consommation d'alcool, sauf l'alcool fort. Et on s'est vite rendu compte, et notamment au fil des discussions avec Emmanuelle Latourte de l'association Santé, que interdire l'alcool fort, ça n'avait pas forcément de sens, quoi.
dans la gestion de ces consommations et dans la gestion du repérage de l'alcool fort, c'était un peu voilà, et que effectivement si on voulait accueillir l'alcool, on accueillait l'alcool tout court et on faisait pas de distinction entre fort ou pas fort. Alors juste peut-être rappeler cette question du contexte. Nous on est souvent interpellés par des équipes qui sont partagées sur cette question de l'autorisation de la consommation d'alcool. Et de manière générale, dans notre secteur et dans les structures sociales et médico-sociales, de manière majoritaire, on interdit encore l'alcool. HAS, tu le rappelles, Florine, a historiquement est pionnière sur ces questions de réduction des risques alcool et a autorisé très rapidement la consommation. Et nous, on part en effet du principe qui est ancré dans la réalité, c'est que les personnes qui vivent à la rue ont recours à l'alcool sont majoritaires. On estime entre 60 et 90% des personnes qui vivent à la rue qu'elles sont également consommatrices d'alcool. Donc au regard de ce fait-là, pour nous, acteurs de la réduction des risques alcool, il paraît assez évident, et ce pour pouvoir respecter nos missions d'inconditionnalité, d'accueil et d'hébergement, et de pouvoir accueillir les personnes là où elles en sont, et avec la réalité de leur consommation. En effet, Florine, tu disais, on a fait de manière un peu rapide la distinction entre alcool fort et alcool... alors je pense que vous pensez à la bière ou au vin. Dans le secteur spécialisé, les verres standards, la manière dont on a de mesurer la consommation d'alcool se calcule en unités. 3 centilitres de whisky, le verre de whisky servi dans les bars, et il y a la même dose d'alcool que dans une pression de 25 centilitres. Donc tout ça, c'est un héritage de représentation entre l'alcool distillé, l'alcool fermenté. Enfin voilà, on hérite de beaucoup de choses en France concernant l'alcool. Le produit alcool est empreint de représentation. Et du coup, il nous paraît important de ne pas déséquilibrer les consommations des personnes, de ne pas les désorganiser. Et si les personnes ont recours à de l'alcool fort, c'est pour des raisons. Et que si on vient changer ça, on va participer de l'aggravation de leur situation. Donc le choix que vous avez fait est judicieux, de ne plus faire de distinction entre alcool fort et alcool qu'on pourrait dire léger. Voilà. Peut-être pour préciser ce qu'est la réduction des risques alcool, aujourd'hui, la proposition standard propose aux personnes en difficulté avec leur consommation d'alcool d'arrêter cette consommation et de maintenir une abstinence. C'est une des offres de soins. S'ajoute à celle-ci, aujourd'hui, une proposition complémentaire qu'on appelle la réduction des risques alcool. Et là, l'idée, c'est d'accompagner la personne avec sa consommation d'alcool et de petit à petit sécuriser les risques pris avec cette consommation pour ensuite la stabiliser et accompagner les personnes à reprendre en main leur consommation d'alcool. Est-ce que vous connaissiez la RDR alcool ? Est-ce que vous l'aviez déjà expérimenté ? Moi, je suis du coup éducatrice. Je connaissais pas, j'avais pas pratiqué, accompagné des personnes dans la réduction des risques. Je suis arrivée sur ce dispositif du coup en avril 2020. C'était des mots très abstraits pour moi. Je comprenais le sens des mots. Seulement, je savais pas comment ça se mettait en place. Et ça m'a paru finalement assez naturel d'accueillir en fait des personnes avec ce qu'ils sont, ce qu'ils font, parce que ça m'a permis en fait de les rencontrer et d'avoir des discussions en fait tout simplement sur pourquoi on fait ça, à quel moment on le fait. Du coup, au deuxième confinement, on s'est posé la question très sérieusement en fait quand même. Ça a fait débat de reprendre l'accueil avec alcool parce que en fait, on vit des difficultés liées au collectif, aux souffrances de chacun et comment elles s'expriment. Et parfois, on fait vite le rapprochement sur c'est parce que la personne a beaucoup trop bu. Et en fait, dans le débat, ce qui revenait à chaque fois, que c'était pas le problème de l'alcool, c'était plutôt le problème du comportement. Alors moi, je connaissais la réduction des risques, plutôt en lien avec la consommation de drogue, parce que dans ma formation d'éducateur spécialisé, j'ai fait un stage à Sud et au Slip-In, qui sont des lieux qui travaillent aussi la réduction des risques des consommateurs de drogue. Dans ce contexte-là, il y a beaucoup de personnes qui vivent à la rue et qui consomment également de l'alcool.
Et on parlait déjà de cette question de la réduction des risques, de l'alcool. Est-ce qu'on accueille les personnes avec leurs canettes, pendant qu'ils sont en train de consommer, dans des entretiens formels. Là, sur la question de la mise à l'abri, pour moi, c'était pas du tout possible de ne pas accueillir l'alcool dans ce lieu, puisque si on n'accueillait pas l'alcool, en fait, on n'accueillait pas les personnes qui nous étaient orientées. En fait, c'était venir dire « Ok, on t'accueille, mais en fait, on exclut encore une partie de toi. » Et c'est pas du tout ma vision du travail social, quoi. Et là, des gens qui étaient ivres du matin au soir, qui avaient des comportements dans le collectif qui étaient vraiment difficiles pour eux et pour les autres, en fait, ils sont maintenant très en lien avec nous, ils avancent beaucoup de démarches, ils prennent soin de leur santé. Juste par l'acceptation, en fait, ils arrivent à cheminer. Et pour moi, c'est ça la réduction des risques. Alors voilà, moi c'est André, j'étais au premier confinement. Et effectivement, pendant des années, j'étais à la rue. Et donc, je buvais énormément. Et du coup, le fait est que l'hôtel Ibis a accepté qu'on puisse avoir notre alcool, m'a aidé à pouvoir rester sur le lieu et pouvoir faire plein de choses. Et au jour d'aujourd'hui, je suis avec HAS et ça s'est fait tout seul. Voilà, je bois plus la journée, ça m'arrive de boire un coup le soir, mais c'est carrément différent, quoi. C'est plus pareil, c'est devenu un plaisir et plus un besoin. Est-ce que s'il y avait eu la contrainte de ne pas consommer, tu aurais préféré rester vivre dans la rue, même dans cette situation, ce contexte sanitaire ? Oui, j'aurais préféré rester dans la rue parce que pour moi l'alcool c'était... je me réveillais le matin, il me fallait ma bière, la nuit il me fallait ma bière, donc du coup sans ça j'aurais préféré rester dans la rue effectivement. Johanna, je m'adresse à toi parce que je sais que tu as fait une formation, toi, en RDR alcool. Oui, alors moi quand j'ai commencé ma carrière professionnelle c'était à HAS et c'était dans un lieu de vie qui accueillait avec alcool. Et alors moi carrément là j'ai découvert qu'il y avait des lieux qui n'accueillaient pas avec alcool. Et je comprenais pas pourquoi, parce que l'alcool c'est pas illégal. Et du coup j'avais entendu parler de la réduction des risques pour les personnes usagères de drogue. Mais alors alcool, je me disais mais pourquoi on n'accueille pas avec alcool ? Et là, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui étaient devant les structures d'hébergement et qui buvaient super vite leur alcool avant de rentrer, qui étaient terrorisés à l'idée d'être exclus à cause de ça. Et je me suis dit, mais c'est un peu comme à l'entrée d'une clinique orthopédique, on demande à quelqu'un de laisser sa béquille dehors. Et du coup, je comprenais juste pas le sens de ça. Et quand, du coup, à HAS, on a ouvert cet hôtel, pour moi, c'était la première fois que je travaillais dans un lieu qui accueillait autant de personnes consommatrices. Parce qu'effectivement, après, moi, j'ai travaillé dans des lieux qui accueillaient avec alcool, mais des petits lieux. Et donc, la pratique de réduction des risques alcool, je l'ai expérimentée avec les formations santé, mais dans l'accompagnement individuel. C'est une autre façon de rencontrer les gens, parler des consos et en fait se rendre compte que les gens, ils sont ultra experts de leur conso. Ils savent tellement mieux que nous ce que ça leur apporte, quand, comment, et tous les leviers sur lesquels on peut jouer avec eux, en fait, activer avec eux. Et du coup, pour moi, accueillir avec alcool, c'était un allant de soi à l'hôtel Ibis. Après, mon questionnement, il était sur le collectif. Et du coup, oui, c'est vrai que j'étais tout à fait en confiance pour parler de ça avec les gens, déconstruire les représentations des gens auxquelles je suis régulièrement confrontée dans les discussions avec les personnes aussi. Pas plus tard que la semaine dernière, on a accueilli un monsieur assez jeune qui était arrivé et au moment de l'entretien d'accueil, il m'a dit « Je suis désolée, dans cette bouteille de coca, c'est pas du coca, c'est de l'alcool ». Et je lui ai répondu qu'ici, c'était un lieu qui considérait que cet alcool-là dans sa bouteille, c'est pas le problème, c'est la solution. Et donc, il est le bienvenu avec sa solution. Et il s'est énervé. Ouais, il s'est énervé. Il m'a dit non, moi c'est mon problème. Et je lui ai dit on aura grandement l'occasion d'en rediscuter. Mais j'ai senti qu'il était vraiment. Et ça, cette posture-là, parfois, il faut en être vraiment intimement convaincu parce que les gens au début, ils sont hyper résistants à ça. Et après, par rapport à l'accueil collectif, au final, nous on se rend compte dans l'équipe que ça se passe super bien.
au niveau collectif. Après, c'est ce que disaient un peu les collègues tout à l'heure, quoi. C'est qu'on a des représentations sur ces mouvements de consommation collective qui font peur, en fait. Parce que jusqu'où ça va aller, qu'est-ce qui va se passer. Et c'est là qu'il faut qu'on aille vers eux, être en lien et pas partir et se dire, bon, bon courage, on ne sait pas ce qui va se passer après. Juste pour reprendre, c'est important ce que tu disais, Johanna, sur la question des collectifs. Et là, la taille compte beaucoup. On met souvent sur le dos de l'alcool des choses qui sont en fait liées, des problèmes de comportement qui sont liés aux contraintes des lieux. Penser qu'il n'y aura pas d'incident, pas de conflit, pas de bagarre dans des lieux qui accueillent 70 personnes, 24 heures sur 24, moi il me semble que c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut regarder. C'est pour ça que dans l'appui qu'on propose à HAS aujourd'hui, on peut en effet plutôt préconiser d'accueillir dans des petits lieux. Ça, ce sont des choses qui se sont vérifiées. Il y a eu beaucoup d'expérimentations qui ont montré que si on accueille dans des maisons, dans des colocations, une dizaine de personnes, ça se passe très bien. Par contre, à 70, en effet, ça génère des conflits, parce que c'est le vivre ensemble. On peut en plus imaginer que rassembler 70 personnes qui ont vécu à la rue des violences, qui ont des parcours de vie fait des preuves. On sait que les passages à l'acte violent sont liés à un sentiment d'insécurité très profond. Donc forcément, il y a des passages à l'acte, mais en aucun cas, nous, ce qu'on vérifie en accompagnant des structures qui mettent en place cet accueil avec alcool, c'est que les conflits diminuent. Il y a moins de passages à l'acte violent, tous les systèmes d'astreinte et les professionnels sont beaucoup moins contactés pour des incidents. Et il faut vraiment plutôt regarder la configuration des lieux qu'on imagine pour accueillir les personnes qui doivent bénéficier de mise à l'abri. Concrètement, comment ça se met en place au quotidien, l'accueil avec alcool ? Nous, on ne fournit pas l'alcool. Les gens sont aussi leurs ressources avant d'arriver dans cet hôtel. Et à la rue, ils avaient aussi une façon de vivre pour avoir de l'argent et acheter leur alcool. Du coup, c'est aussi pour pas démunir les gens, en fait, du pouvoir d'agir qu'ils avaient avant. Après, on fait de l'individuel. Donc, en fait, ça arrive, en réalité, qu'on le fasse. Pourquoi ? Un exemple. Une personne qui est mise à l'abri parce qu'elle sort de l'hôpital et qu'elle ne peut plus aller faire la manche parce qu'elle est en béquille, que voilà. Moi, ce que je ne savais pas, en fait, c'est que je ne savais pas que quelqu'un qui a arrêté l'alcool de manière sec pouvait, en fait, les conséquences qu'il pouvait y avoir au niveau santé pouvaient faire en sorte qu'elle meure, en fait. Et ça, je ne le savais pas, j'ai découvert. Et donc, on est là aussi pour que les gens, s'ils ont envie de se soigner, puissent se soigner. Parce qu'on est surtout là aussi pour l'accès aux soins et au logement. Du coup, on peut mettre en place des choses en discutant avec les gens sur combien tu bois en général en journée. On a accueilli une personne, là, sur le deuxième confinement, on a fait ça. Et ça a été très dur au début, parce que du coup, en fait, je pense qu'on a mis aussi en difficulté, parce que du coup, à un moment, on n'avait pas de bière, on lui donne du vin rouge. En fait, il boit pas le vin rouge de la même manière que la bière. Et du coup, il a eu des comportements que, en fait, on a un peu halluciné en réellement. Et on s'est posé des questions, on s'est dit, mais en fait, c'est peut-être ça qui a fait que ça a un peu déjanté. Du coup, il est repassé à la bière, puis maintenant, aujourd'hui, c'est un monsieur qui ne tenait dans aucun dispositif et qui est encore là, qui est parti d'un dispositif et qui est revenu, en fait. Et qui, aujourd'hui, ne pose plus aucun problème de comportement. On a interdit les bouteilles en verre. C'est-à-dire que les gens, on leur fournit en bouteilles en plastique, tout ça. Alors, pour compléter ce que disait Yasmine à l'instant, effectivement, l'hôtel aussi, on fournit les repas matin, midi et soir. On sait aussi appuyer toujours un peu sur les conseils de santé pour fournir de l'eau et du sirop à la demande. Et acheter des soupes, acheter des fruits, pour que tout le monde ait vraiment possibilité de se nourrir et de boire autre chose. Et oui, parce que souvent, on se focalise sur le produit alcool, mais en réalité, dans une pratique de RDR alcool, on va aller regarder la question des ruptures. Si les besoins primaires ne sont pas satisfaits, la personne ne pourra pas aller mieux.
Vous parlez d'hydratation, de manger. En effet, les personnes consommatrices d'alcool, souvent, et pour celles qui vivent à la rue de manière très majoritaire, ne s'hydratent plus. Les impacts somatiques délétères sont liés à la déshydratation. À consommation égale d'alcool, si la personne s'hydrate, il n'y a pas les mêmes impacts. Je voulais préciser, Yasmine, tu parlais de la question du manque. En effet, l'alcool, c'est le seul produit psychoactif dont le manque peut entraîner la mort. C'est pour ça que la RDR a une attention hyper vigilante sur la question des ruptures. Une rupture d'alcool peut entraîner la mort. C'est une des premières raisons pour lesquelles on accompagne les équipes à changer de regard. Notre boulot dans le travail social, il me semble, c'est de prendre soin des personnes. En aucun cas, on pourrait favoriser le fait qu'elles se retrouvent en détresse. Donc hydratation, alimentation, la question du repos. Les personnes consommatrices d'alcool sont épuisées quand on vit à la rue, qu'on mange plus, qu'on s'hydrate plus, qu'on ne parvient plus à dormir, parce que on arrive à dormir 3 heures par nuit. C'est tellement terrifiant la vie à la rue. Donc les personnes arrivent dans nos dispositifs épuisées. Donc il y a aussi la question du sommeil qui est très réparateur. Peut-être, André, tu pourras raconter ce que tu as trouvé dans ce lieu-là et qui a pu faire que mécaniquement, comme on mange mieux, comme on s'hydrate mieux, comme on dort mieux, eh ben on a besoin de moins d'alcool. Et puis comme on n'est pas stressé, puis qu'on a moins peur, et puis qu'on vit moins d'événements violents, eh ben on a moins besoin d'alcool pour se soulager, apaiser tout ça. J'ai mis quand même un peu de temps par rapport à... Parce que c'est vrai que dans la rue, on ne dort pas beaucoup. Donc c'est au niveau de se sentir aussi en sécurité, de laisser du temps un peu de réaliser qu'on est dans un endroit où on peut vraiment laisser son cerveau s'éteindre, se reposer. Et du coup, oui, avec ça m'a aidé avec le temps à boire moins parce que je me sentais mieux entouré et voilà. Moi, je voulais juste revenir par rapport à ce qu'on a mis en place, l'équipe, sur l'accueil avec alcool, c'est qu'on a de l'alcool donc, à disposition, pas à libre disposition, mais ça nous est arrivé, par rapport aux états de manque dont tu parlais, Emmanuel, de donner des bières à des personnes. Dans l'équipe, c'est d'ailleurs peut-être ce point-là qui est le plus difficile à trouver un peu un équilibre dans cette grande équipe, parce que du coup, il y a cette sensation de fournir de l'alcool jusqu'où et les autres, ils vont dire quoi, etc. Et en fait, dans notre expérience là, le monsieur dont parlait Yasmine tout à l'heure, par exemple, tout le collectif, et notamment toutes les personnes consommatrices d'alcool, nous ont vu fournir de l'alcool à ce monsieur pendant un temps, et on leur a expliqué pourquoi on le faisait, et ça a été... clairement accepté. Alors, des fois, un peu remis en question, mais tout le monde a compris. Et aussi, le fait d'avoir de l'alcool dans un placard, ça rassure les gens sur « on ne vous laissera pas en état de manque ». Et pour autant, on n'est pas assailli de demandes le matin. Vraiment pas. Et il y a des personnes qui ont fait la demande plusieurs jours d'affilée, et on a répondu oui, et qui après se sont débrouillés. Par la suite, ça allait mieux et ont repris leurs habitudes de consommation et surtout moyens d'acheminement de l'alcool pour pas se retrouver dans ces situations de manque au réveil. Juste par rapport à ce qu'elle dit, Johanna, c'est que moi, effectivement, quand je suis arrivé à l'hôtel Ibis, j'avais pas de RSA, j'avais rien du tout. Et du coup, j'ai fait des crises de manque le matin et ils m'ont aidé à avoir quelques bières par jour pour que je puisse me sentir mieux et pouvoir entamer ma journée. Voilà. Ce que ça nous a permis de travailler aussi, le fait que Santé vienne discuter avec nous, c'était d'avoir plus d'arguments ou de mieux pouvoir accompagner les personnes qui voyaient la question de la cure comme une finalité en soi. Toujours par rapport à cette question de comment on voit la question de la dépendance. Et en fait, ça a permis vraiment de travailler avec les personnes qui, souvent, les personnes qui demandent des cures ont déjà fait des cures, qui a eu beaucoup d'échecs, de ramener aussi, de donner aussi la proportion d'échecs aux personnes. Et du coup, les personnes comprennent aussi que ça vient pas forcément d'elles, et d'imaginer aussi d'autres solutions. Et ça, c'est super parce que ça montre que
ça leur montre aux personnes que peut-être que ça sera bien pour elles cette fois. C'est pas parce que ça a échoué plein de fois que là, ça va pas fonctionner. Par contre, que si ce chemin-là, il marche pas, il y en aura plein d'autres, en fait. Et ça, j'ai l'impression que nous, comme les personnes qu'on accompagne, on le savait pas trop, quoi. Du coup, je voulais rebondir aussi sur la question de la cure et la question d'arrêter l'alcool comme une finalité. Je trouve ça assez incroyable de voir comme les personnes qui sont à l'hôtel, elles sont pleines des préjugés de la société en fait sur cette question-là. Et il y a tout un travail de déconstruction sur le fait qu'en fait tu peux continuer à consommer de l'alcool et avoir une vie sociale, avoir un travail, sortir, rencontrer du monde. Et je trouve ça vraiment, vraiment incroyable. Et c'est la base, je trouve que c'est la base de ce qu'on fait aussi, déconstruire tout ça avec les gens qui sont mis à l'abri à l'hôtel. C'est en effet assez logique que les personnes pensent que la seule solution au, entre guillemets, problème qu'elles rencontrent avec l'alcool, c'est l'arrêt, parce que ça reste encore la proposition majoritairement proposée. On sait aujourd'hui que cette proposition de maintien de l'abstinence convient à 10% des personnes qui tentent cette offre de soins. Donc ça nécessite de déconstruire. On postule, nous, aujourd'hui, à Santé, parce qu'on a travaillé avec des chercheurs de l'INSERM, mais aujourd'hui de l'ISPED, qui viennent regarder ce que produit ce type d'accompagnement en amélioration de la qualité de vie des personnes. Par contre, il s'agit en effet de pouvoir sécuriser des risques pris avec leur consommation. Mais en effet, dans un premier temps, on va agir sur le sentiment de honte, sur le sentiment d'échec, sur le sentiment d'isolement, sur le sentiment de fatalité, parce que ce sont tous ces sentiments qui renforcent les consommations. Multiplier des arrêts, faire des tentatives de cure et systématiquement reconsommer après avoir passé 5 semaines dans un lieu, en effet, qui sont... on sait faire arrêter les gens de boire. 5 semaines où on va vous faire à manger, vous donner des traitements pour dormir, prendre soin de vous avec des temps de groupe de parole. Sauf que dans le réel, quand on revient chez soi ou quand on revient à la rue, il n'y a rien qu'à changer. Donc oui, on peut faire des parenthèses comme ça. Aujourd'hui, on sait également que multiplier les arrêts, ce sont des dommages. On induit des dommages au niveau cognitif pour les personnes, puisqu'il y a des reconsommations quasi systématiques. 90% des personnes qui tentent cette proposition-là reconsomment. Donc en effet, il va falloir informer les gens. Ce sont des chiffres qu'on ne leur donne pas. Il va falloir leur dire, oui, c'est adapté à 10% des personnes. Peut-être qu'on va d'abord faire un chemin de RDR ensemble, vous accompagner à reprendre en main vos consommations, à les sécuriser, à les stabiliser, trouver un nouvel équilibre, les reprendre en main, et peut-être que vous choisirez l'arrêt de cette consommation d'alcool. Mais n'empêche que toute votre vie réelle, toutes les conditions seront réunies pour que vous puissiez maintenir cette abstinence. Sur la question de l'incitation, tu disais, c'est une question que moi je me posais, qui est de l'alcool, peut-être ça va inciter ceux qui boivent pas à boire. Ça, c'est une question très récurrente qui revient chez les professionnels. Nous, on pense, puisqu'on intervient en vie réelle, la RDR alcool, c'est une proposition très pragmatique. On considère que l'alcool est partout et qu'au contraire, c'est assez génial que les personnes qui souhaitent maintenir l'abstinence puissent s'entraîner avec des professionnels, s'entraîner à constater qu'à côté d'eux, il y a de l'alcool et comment ils vont agir, réagir quand quelqu'un va leur proposer de l'alcool. De pouvoir, parce que l'alcool, il y en a plein les supermarchés, il y a des publicités partout, n'importe quel temps collectif, social est arrosé d'alcool. Et du coup, nous, on pense que tout l'accompagnement doit être tourné vers ça. Oui, il va falloir que la personne prenne l'habitude de répondre certaines choses si elle souhaite ne pas consommer. Les consommateurs d'alcool en difficulté, ceux qui boivent plus comme nous, sont hyper stigmatisés. Ceux qui boivent pas le sont tout autant. Si vous dites que vous ne buvez pas dans une soirée et que vous ne voulez pas d'alcool, soit on va penser que vous êtes malade, soit on va penser que vous êtes un ancien alcoolique, soit on va penser que vous êtes enceinte. Donc c'est vraiment, il y a un regard très ambivalent sur la question de l'alcool. Et tout ça, il s'agit de le déconstruire et d'accompagner. Nous, professionnels, on est empreints de ces représentations.
l'entourage des personnes qui consomment également, mais les personnes concernées aussi. Ce qui m'a posé aussi problème, c'était la question d'autoriser l'alcool et d'interdire le reste des produits psychoactifs. Qu'un produit, parce qu'il est légal, il a le droit d'exister, que des personnes qui consomment d'autres produits, d'autres substances psychoactives, elles peuvent pas être accompagnées de la même façon. Ça me pose un problème, quoi. Sur la question des drogues illicites, on met à disposition du matériel de réduction des risques, qui est quelque chose de légal et qui permet quand même de parler cette consommation avec les personnes qui utilisent le produit et qui ne se sentent pas jugées parce que c'est un lieu qui met à disposition du matériel de réduction des risques. Simplement pour compléter ce que dit Maïté, et on travaille aussi avec des partenaires et d'autres associations qui travaillent dans la réduction des risques liés à l'usage des drogues. On n'ignore pas ces consommations, qu'effectivement elles sont illégales, donc on les autorise pas et on les cautionne pas, mais on sait très bien qu'elles existent et on essaye de faire en sorte qu'elles soient prises en compte, qu'elles soient discutées comme le disait Maïté, et on s'appuie du coup sur le soutien des partenaires avec lesquels on travaille. Alors je voulais juste rajouter quelque chose, c'est que HAS m'a proposé du bénévolat au début pour l'hôtel. Je voulais participer au projet et du coup ça aussi ça m'a beaucoup aidé par rapport à mes consos, à l'alcool, et de réduire mes consos et en même temps de pouvoir aller travailler, mais en même temps faire mes petits trucs à côté sans en abuser et vivre ma vie comme tout le monde, voilà, en consommant. Je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit André et juste préciser qu'effectivement il a eu envie de s'investir dans ce projet et qu'on a accueilli sa demande avec plaisir et que du coup on l'a embauché et qu'aujourd'hui la valeur ajoutée de son expérience est très très précieuse au sein de l'équipe et notamment dans la relation avec les personnes et les comportements un peu parfois qui dérivent. Alors le projet d'après. Donc le projet il est tout mûri. Il est tout prêt. L'idée, ce serait de pouvoir accueillir une vingtaine de personnes qui sont actuellement hébergées au sein de l'hôtel, pouvoir continuer avec eux un accompagnement pour leur permettre d'accéder à un logement ou à tout autre type d'hébergement ou de logement accompagné. L'idée, ce serait pas d'accueillir 67 personnes, mais en tout cas d'en accueillir une vingtaine dans 2 dispositifs distincts. Et du coup, nous, on va poursuivre auprès de cette équipe d'HAS qui souhaite mettre en œuvre un accueil avec alcool dans ce lieu plus pérenne. On a imaginé à Santé une méthode qui s'appelle ICI, inconditionnel, convivial et inclusif. Qui est une méthode qui propose pas à pas d'accompagner l'équipe pour mettre en œuvre cet accueil adapté aux personnes consommatrices d'alcool. Donc les équipes, là, incessamment sous peu, vont être formées et puis on les accompagnera au long cours pour trouver l'organisation idéale en fonction du lieu qu'ils trouveront, en fonction des personnes qu'ils accueilleront.